Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique, en ce cycle Halloween, évidemment je vais vous parler d'un film de zombies. Le troisième volet du cycle George Romero, alors avec des films qui ne sont pas en lien direct mais avec la même thématique bien sûr. Après La Nuit des Morts Vivants 1968, Zombie Dawn of the Dead 1978, on se retrouve ici avec Le Jour des Morts Vivants ou Day of the Dead 1985, oui, sorti il y a 40 ans. Et au casting, comme d'habitude, on a des actrices et acteurs de série B qui n'ont pas forcément fait grand chose d'autre, du moins de marquant dans leur carrière. Ici, dans le rôle principal, Laurie Cardian, c'est aussi donc les présences de Terry Alexander, Joseph Pilato, Sherman Howard, voilà, pour ne citer que cela, aussi John Amplas, qui avait eu même des rôles importants avant dans la carrière de Romero, c'était lui, hein, Martin, dans ce film de vampire que je n'ai toujours pas vu. Bref, oui, parce que ce n'est pas le troisième film de George Romero, non, mais hein, on est dans, ici, cet univers post-apo où les humains ont été transformés en cadavres ambulants, et à chaque fois on décline différemment un aspect social et politique qui en dit long sur l'humanité et l'Amérique. D'ailleurs, l'histoire ici commence exactement comme c'est terminé Zombie, c'est-à-dire en hélicoptère. Bon, c'est pour faire évidemment un lien, mais ici on est avec d'autres personnages qui sont réfugiés dans une sorte de bunker scientifique avec des militaires qui protègent tout cela. Donc des docteurs font des expériences pour savoir peut-être comment trouver un remède, ou plus c'est affinité, il y en a un qui se prend pour Frankenstein et qui étudie de très près la bête, dont un certain Boubou, ou Bob en version originale, et on va suivre surtout une dame, Sarah, qui est là pour assurer vraiment la mémoire un peu du groupe. C'est une leader sans être une leader, parce que les vrais sont les militaires autour. Et au sein de cette enclave, de cette communauté à part, il vient d'y avoir un changement de leadership très complexe, puisque le nouveau capitaine, la Rhodes, joué par Joseph Pilato, est, disons, dans une veine beaucoup plus frontale et va instaurer petit à petit une sorte de dictature militaire locale, tant et si bien que Sarah elle va vaciller avec d'autres, notamment son pilote d'hélico, John, face à ce timbré un petit peu avide de pouvoir. Bon, de toute façon, la folie des hommes, elle est là un peu partout et un peu dans les camps divers et variés, parce que finalement, le petit ami de Sarah, qui s'appelle Miguel, lui aussi commence à perdre les pédales. Il y a une grande fatigue nerveuse, une sorte d'absurdité de continuer l'existence là, alors qu'il n'y a pas vraiment d'espoir potentiel, et que la vie ensemble est de facto complexe. Donc Sarah fait face à cela, on la voit un seul dans ce qu'on croirait être une cellule, mais bon, sa chambre si vous voulez, et elle est face à un calendrier qui n'a pas d'année. C'est-à-dire que là, on est sorti du temps, tout en restant dans celui-ci, parce que Sarah fait bien attention de cocher les dates qui avancent. Et petit truc amusant, ici on est visiblement juste avant Halloween, le film se déroule à cette période, puisqu'on est en octobre. Donc elle va devoir faire face à ce petit ami qui, dans sa folie, va aussi un petit peu s'opposer à elle. Elle a ses associés, donc évidemment, qui espèrent quelque chose de mieux, mais peut-être vers un ailleurs. C'est pour ça qu'ils sortent souvent en hélicoptère aussi, pour voir s'il y a des survivants, mais en fait c'est peine perdue. Et donc ces militaires qui s'affrontent, enfin voilà, qui sont très vite être aux côtés de Rhodes, et ces scientifiques, donc un qui quand même sombre dans une forme de folie, de God complex, à essayer de croire que l'un des de ces morts vivants, donc le fameux Bob ou Boubou, pourrait garder quelque chose de sa vie d'avant, une forme d'âme, d'intelligence. Il fait des expériences qui d'ailleurs sont bien montrées à l'écran. Et nous sommes dans une ambiance de huis clos très sombre quand même, qui est beaucoup plus âpre, je trouve, que le zombie précédent, dans, on va dire, les décors. Là, on est vraiment dans un statut militaro-scientifique, de survival total, de bunker, quoi, qui laisse peu de place à une respiration malgré certaines sorties extérieures. La première, déjà, en dit long. On est en Floride, ça se voit, parce qu'il y a un alligator à un moment, ou un crocodile, je ne sais pas. Il faudra demander à Robin Williams dans Jumanji, si vous avez la référence. Mais la ville est désertée. Il n'y a rien, et à un moment on appelle les survivants, c'est les zombies qui sortent, avec des très beaux maquillages, et des très beaux effets spéciaux plus tard, et tout toujours chapeauté bien sûr par Tom Savini, le bras droit horrifique de George Romero dans cette saga.
Donc oui, cette ville où il y a l'argent qui vole, tout est sans dessus-dessous, et on est dans cette ambiance-là, après, avant de revenir dans ce huis clos. Et je pense que des 3 volets que j'ai vus, c'est celui qui est le plus évident dans les inspirations, les influences qu'il a pu apporter, par exemple, à la série Walking Dead. Moi, j'y ai beaucoup pensé. Je sais que l'auteur des comics était fan de ce film. Évidemment, Darabont a aimé le cinéma de Romero. Alors, petite anecdote, Romero n'aimait pas la série Walking Dead. On peut penser aussi à Shaun of the Dead pour le personnage de Boubou. Si vous savez ce qui se passe vers la fin de Shaun of the Dead, moi j'y ai songé aussi, comment domestiquer potentiellement quelqu'un qui a été contaminé. Et pour le coup, Romero avait beaucoup apprécié Shaun of the Dead. Bon, toutes ces influences-là, tout ce qui s'est inscrit dans la culture populaire et ce qui a donné d'autres films ou séries par la suite, évidemment, là c'est tellement évident. Par exemple, Walking Dead, je me souviens d'une saison, je ne sais plus laquelle, hein, 4e, 5e, où ça se passe une sorte dans un pénitencier où ils sont enfermés là-dedans. C'est un peu la même ambiance, avec la même grille extérieure où les zombies vont s'affaler devant. C'est pas du plagiat, mais bon, quand même, hein, évidemment. Mais bon, toutes ces histoires de zombies, de toute façon, ont tendance à rentrer dans un cycle, évidemment, d'auto-inspiration, de postmodernisme derrière. Ici, l'ambiance est géniale, en fait. On pourra toujours critiquer ou discuter, on va dire, de l'interprétation de certaines actrices ou acteurs. Pour le coup, Laurie Cardille, moi je le trouve parfaitement stoïque et dans cette peur-là, avec ces petits moments de cauchemar, oui, aussi. Le vrai cauchemar, c'est la réalité. Mais derrière, c'est dans cette forme de névrose globale et collective, avec quelques folies en plus de certains leadership, que ce soit le côté militaire donc du nouveau capitaine, ou le leadership du scientifique qui se permet un peu tout et n'importe quoi niveau expérience, parce que boubou, et quand même il va très très loin dans l'infamie potentielle, surtout dans cette Amérique-là. Bon, il y a l'aspect religieux lié avec le personnage du pilote d'hélicoptère, là, et tout. Et on a ce microcosme de la société de l'époque, hein. 1985, c'est les années Reagan, et tu le sens. Ce spectre d'une guerre froide qui potentiellement est toujours là, même si elle touche peut-être à sa fin, mais quand même, hein, la flamme a été ravivée du Make America Great Again, parce que c'est ça, hein, le slogan de Trump, là, tout ça, ça vient quand même de Reagan, hein. Il ne faut pas l'oublier, c'est un éternel cycle. Tu sens qu'il y a cette idée d'opposition intérieure, tu vois là-dedans le côté de la science à outrance, des progrès peut-être pour aller trop loin, et aussi le côté de dictature militaire que l'on peut retrouver, que certains pays sud-américains ont pu, on va dire, mettre en place et développer, grâce d'ailleurs à l'aide des États-Unis, hein, pour quelques-uns, et ça penchait souvent à droite, bien sûr. Donc il y a cette idée-là, et George Romero, il est brillant dans l'écriture sur ce plan. Et dans l'évolution qui est évidente. Hein. On sait très bien que le chaos va advenir, il est déjà là en sous-jacence, et ça ne fait que se déployer petit à petit dans des mises en scène donc très sobres, ces décors donc très bunkerisés, très étouffés, étouffants, très bien utilisés, avec donc des gens dedans qui gravitent, qui se font respecter ou pas, et on le voit au moindre petit pas de côté, ça peut très vite mal tourner, évidemment, avec les armes à feu et tout. On va même essayer d'apprendre à Boubou d'utiliser une arme, parce qu'évidemment c'est un ancien soldat, se voit. C'est-à-dire qu'il y a le spectre de son éducation militaire qui reviendra toujours, dans l'opposition ou pas, derrière face aux méchants, mais bon, l'âme du zombie. Moi j'aime beaucoup en fait, et c'est vrai qu'à une époque c'est ce que je recherchais, je tombe là-dessus, parce que c'est une découverte tardive me concernant. Je cherchais des films un peu de zombies qui montraient que ces bestioles, en fait c'est des humains qui peut-être ont gardé en eux quelque chose de leur humanité. Peut-être finalement Boubou est plus humain que beaucoup d'autres humains ici. Il y a ça dans Fido, qui est un film je crois sud-africain, très peu connu, mais qui est sorti dans les années 2000 si je ne me trompe pas. On est vraiment là-dedans, bien sûr, assez frontalement. J'en parlerai sûrement un jour de Fido. Donc voilà, là, le plus important, c'est encore une fois la folie des hommes, hein, dans ce contexte. Parce que Romero, c'est ça qu'il met en place dans ses films de zombies, du moins là, les 3 premiers que j'ai vus. Les plus dangereux, finalement, c'est eux. Et derrière, c'est une sorte de revenge. C'est-à-dire que les zombies, à un moment, ils vont être associés indirectement, je pense, mais frontalement, au final, dans l'allégorie, à des réfugiés, des migrants qui auraient été, enfermés là, ou des prisonniers de guerre politiques, qui à un moment, quand ça doit partir en chaos, vont s'en prendre notamment aux militaires. Et il y a des scènes de déchiquetage, d'éviscération qui sont remarquables. Il y en a une par exemple, où on est focus, voilà, ils ont mis autour là, focus sur la tête d'un personnage qu'on a vu, un des secondaires militaires,
qui crie et tout, et on la voit arracher. Et tu te rends compte, une fois donc la scène arrivée à son terme, que c'était un truc mécanique, quoi. Mais c'est super bien fait. Il y a eu un gros travail là de reproduction donc, de cette tête-là, parce que sur le coup, tu crois vraiment qu'il a la tête arrachée, quoi. Et c'est pas des effets spéciaux numériques d'aujourd'hui. Donc il y a eu un immense travail de Tom Savini qui se voit surtout un peu au début, donc dans cette ville-là, fantôme, un peu western hein, d'ailleurs, hein, aussi ce passage, et à la fin. C'est moins gorasse frontale la plupart du temps que le précédent, mais quand même, hein, quand ça doit péter, c'est pour ménager un petit peu la chose, dans le dernier acte, waouh, ça fait mal. Avec cette idée d'émancipation non par hélicoptère, de recherche d'espoir, ils rêvent à leur utopie, notamment ce pilote-là, peut-être trouver une île déserte où on serait totalement loin de la dictature militaire et de cet aspect-là, des armes. D'ailleurs, il le dit, lui, à un moment, c'est pas qu'il devienne inhumain qui m'inquiète, mais qu'il soit justement profondément humain, parce que l'humain est capable du pire. Dans son discours, qui est peut-être en plus un peu prêcheur, un peu religieux, c'est assez bizarre. Il y a une vraie dichotomie là-dessus, sur ce point. Donc c'est passionnant, évidemment, le personnage principal de Sarah, c'est intéressant toujours, c'est la seule femme, hein. Littéralement la seule femme, et elle doit porter le poids de ce qu'il y a autour sur ses épaules. Il y a une caution féministe hein, derrière, qui est en sous-jacence aussi, et elle arrive à garder vraiment tout en elle et sur elle, le poids sur ses épaules, entre son petit copain et donc les militaires autour. Voilà, c'est chaud quoi. Le petit copain, d'ailleurs le petit copain au passage s'appelle Miguel, qui est d'origine hispanique, hein, il va avoir face à lui un des soldats là, qui s'appelle Steele, je crois, qui est profondément raciste. Voilà, il l'appelle d'une manière très péjorative, je ne sais plus quel est le terme d'ailleurs, mais un terme anti-hispanique. Et on voit aussi l'antagonisme qu'il a quand il est face au pilote afro-américain. Ouais, c'est l'Amérique quoi, hein. Romero, il tape là où il doit taper. Le côté fascisant des militaires, une fois qu'ils sont... Voilà, imaginez que certaines personnes qui se rêveraient dans un état contrôlé par les militaires, oulalalala, n'est-ce pas? Bref, de toute façon, on n'a pas besoin des militaires pour avoir une forme de fascisme ambiant. Notre monde actuel le prouve. Donc, Day of the Dead, film parfait hein, pour la période Halloween, ça fait bien flipper, ça fait flipper plus sur l'humain et sur de quoi il serait capable dans des conditions extrêmes comme cela. Parce que la menace, oui, zombie, certes, à un moment, oui, c'est juste c'est plus de la vengeance et de la libération, limite, quand on voit les zombies attaquer des humains, on est presque indirectement, par rapport à toute cette tendance du film, de leur côté. On prend parti pour le zombie dans le film, hein. Mine de rien, intéressant. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Day of the Dead. Est-ce que c'est l'un de vos préférés de Romero, que ce soit dans ce cycle zombiesque ou non, parce qu'il en a fait d'autres après, hein, que je verrai un jour aussi. Bref, toujours passionnant, hein, le cinéma frontalement politique évidemment, mais bon, le zombie est politique, le film d'horreur est politique, le cinéma est politique au sens large aussi, après voilà, on en fait ce qu'on veut, de cet auteur qui nous manque, hein, parce qu'il nous a quittés il n'y a pas si longtemps que cela. Et il avait peut-être des idées derrière la tête, on ne sait pas. Allez, à vous la parole, et je vous dis à la prochaine. Ciao.